Bienvenue dans ce podcast où se rencontrent nos deux approches. Nous sommes Stéphanie et Alfred, thérapeutes, facilitateurs, formateurs. Avec deux regards, nous proposons des dialogues variés pour explorer tous les visages du cheminement personnel et de la psychologie au quotidien. À travers des échanges vivants et bienveillants, nous partageons des outils issus de nos différents cursus pour éclairer les chemins de transformation de l'individu à la famille. Ensemble, nous décodons les mécanismes intérieurs, démêlons les héritages et proposons des perspectives nouvelles, toujours avec le désir d'accompagner chacun dans son évolution personnelle. Alors rejoignez-nous pour une aventure au cœur de l'humain, où l'échange et la transmission sont les moteurs de la croissance et du mieux-être. Salut Alfred. Salut Stéphanie. Nous voici déjà dans ce 4e épisode du podcast Deux Regards. Et aujourd'hui, on avait envie d'aller un petit peu plus loin en reparlant de l'attachement. Donc l'attachement, c'est quelque chose qu'on a déjà évoqué dans le premier épisode de notre podcast. Et ici, on avait envie de faire un lien avec ce qu'on appelle le triangle dramatique. Donc c'est quelque chose que tu connais bien, Alfred, et dont tu vas pouvoir nous parler, et notamment la posture de victime dans ce triangle, et le lien justement avec l'attachement, le style d'attachement qu'on a pu construire dans notre enfance. Donc est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce triangle, et puis de cette posture de victime dans un premier temps ? Alors pour reparler un peu du triangle, mais très rapidement, parce que je pense qu'on refera une émission là-dessus plus spécifiquement. Ça vient de l'analyse transactionnelle d'Eric Berne, et le triangle a été développé par un monsieur qui s'appelait Monsieur Karpman, et c'est pour ça qu'on l'appelle le triangle de Karpman ou le triangle dramatique. 3 positions, c'est des positions de vie en fait, donc c'est des positions qu'on incarne à certains moments de notre vie. Il y a la victime, il y a le sauveur et il y a le persécuteur. Donc le persécuteur, c'est celui qui embête les autres. Et là, c'est gentil. La victime, c'est celui qui se plaint, et le sauveur, c'est celui qui va sauver les gens. Donc, ils ont chacun leur spécificité. Et aujourd'hui, on va plus parler victime. Donc, je vais parler on va s'attacher à celui-là. La victime, c'est quand nous sommes dans notre position de nous plaindre. La phrase principale de la victime, c'est « Ô pauvre de moi ». Le personnage, on va dire, caractéristique de la victime, c'est Calimero. Alors peut-être que les plus jeunes ne le connaîtront pas, mais c'est ce petit canard avec sa grande coquille blanche sur la tête, sa coquille d'œuf sur la tête, et qui dit à la fin de chaque épisode, c'est vraiment trop injuste. Donc la victime va être toujours dans la déresponsabilisation. C'est-à-dire que ce n'est jamais de sa faute. Ouais. C'est les autres, c'est le monde, c'est Dieu, c'est tout ce que tu veux. C'est la vie qui est mais contraire. C'est la vie, c'est ça. C'est ô pauvre de moi, je n'ai vraiment pas de chance. C'est tellement plus facile pour les autres. Mais moi, c'est toujours comme ça que ça se passe, etc., etc. C'est ce genre de phrase-là. Et le souci, c'est quand quelqu'un est coincé dans un rôle de victime. Moi, je peux rentrer le soir et dire à ma femme, par exemple, « Oh là là, aujourd'hui, j'ai passé une journée pourrie au boulot, c'était vraiment fatigant, ça m'a pas plu, je suis crevé ce soir, je suis naze. » Bon, là, je me mets en position de victime, mais c'est pas grave, ça passe très vite, je reste pas dedans. Ouais. D'accord ? Donc, c'est une position que je vais adopter peut-être pendant 10 minutes. Ma femme va me dire « Ah, écoute, je t'ai préparé un bon petit repas, donc peut-être un petit peu sauveur, mais très agréable. » Et je vais être « Ah, super, je vais passer une bonne soirée. » Et voilà, c'est parti. Le problème, c'est quand on est coincé dans une de ces 3 positions, celle du sauveur, celle du persécuteur ou celle de la victime. Et donc, quelqu'un qui est coincé là-dedans sera tout le temps là-dedans. Toute la journée, tout le temps, c'est « ô pauvre de moi ». Et donc, va se plaindre tout le temps de ce qui lui arrive. Et comme, bien évidemment, elle a des avantages à être victime, puisque sinon nous sortirions de ces rôles-là, nous avons des avantages inconscients à être là-dedans. Et un des avantages de la victime, par exemple, c'est de pouvoir se plaindre, par exemple. Parce que quand je me plains, je vais avoir plein de gens autour de moi, en l'occurrence les sauveurs, qui vont venir me voir et qui vont dire « Comme c'est compliqué pour toi. Oh là là là, qu'est-ce que t'as pas de chance. On voudrait pas être à ta place. » Et donc, quel bonheur, quelle attention de la part des autres. Finalement. Mais on devient important. Et en fait, il est beaucoup plus facile d'être malheureux que d'être heureux.
C'est ça qui est étonnant. Mais être heureux, quelque part, le bonheur, déjà, ça peut être écœurant pour certains. Ouais. Et puis, le bonheur peut paraître des fois un peu plan-plan. Oh, bah, il est heureux, il a une vie traditionnelle, il sourit tous les jours, c'est plan-plan. Alors que dans le malheur, on a tellement plus de choses à raconter. Donc, en fait, quand on est dans le malheur, quand on peut se plaindre, on a l'impression d'avoir une histoire à raconter. Alors que quand on est dans le bonheur, c'est comme si on n'avait pas d'histoire. C'est une croyance, hein, parce que bien évidemment que dans le vrai bonheur, le bonheur est extraordinaire, peut amener plein de choses et on peut avoir plein d'histoires. Mais pour beaucoup de personnes, le bonheur n'a pas d'histoire. Et qui ne veut pas d'histoire ? En général, on a envie d'avoir des histoires à raconter. C'est tellement plus passionnant. Ouais. Et donc, comme beaucoup de personnes pensent que dans le bonheur, nous n'avons pas d'histoire, eh bien, comme on a envie d'avoir des histoires, eh bien, on va plutôt être dans le malheur et dans la victimisation. Et là, je peux passer des heures à raconter à tous mes amis, à tous les gens qui sont autour de moi, ô combien ma vie est désagréable. Et je peux raconter, c'est passionnant. Les autres disent, oh là là, mais il t'arrive tout ça. Alors que si je dis que je suis heureux avec ma femme, que j'ai passé des super vacances, mais ça n'intéresse personne. Tu vois ? Ouais, je vois bien, ouais. Donc voilà la victime, voilà un des avantages de la victime. On pourra en parler beaucoup plus, mais aujourd'hui c'est pas un podcast sur la victime, mais c'est pour faire le rapprochement avec ce dont on avait parlé, l'attachement. Oui, c'est là que c'est intéressant, c'est de voir vraiment ce fait de rentrer donc, dans ce personnage de la victime, mais ça fonctionne avec les autres personnages évidemment, comme une réponse en fait, comme une stratégie, donc en fonction de notre style d'attachement. Alors, là, ce dont on parle, évidemment, c'est pas des vérités. Et puis, comme tu disais, c'est un épisode, donc on pourrait en parler beaucoup plus longtemps. Et puis surtout, chaque situation et l'histoire de chaque personne va être différente. Donc l'idée, c'est pas de vous donner des vérités et de calquer ça sur vous ou sur ce que vous vivez. Mais en tout cas, c'est une des hypothèses, une des explications, une des théories qui peut expliquer pourquoi on rentre dans ce personnage-là. Ce sont des pistes. Voilà, c'est des pistes de réflexion, en fait. C'est plutôt ça. Parce que comme tu le disais, être dans ce personnage de victime, un des bénéfices, ça va être d'avoir de l'attention, d'avoir des choses à raconter et de pouvoir peut-être se sentir vu, se sentir écouté, se sentir reconnu par les personnes en tout cas qui vont rentrer dans ce jeu quand je me positionne en tant que victime. Et donc ça peut être une stratégie d'adaptation en fait qu'on a mis en place donc, dans l'enfance bien souvent, puisque ces stratégies d'adaptation, on les met en place quand on est petit, quand on est vulnérable et qu'on n'a pas d'autres moyens finalement que de répondre à ce qui se passe à l'extérieur, chose on peut faire différemment évidemment à l'âge adulte parce qu'on est responsable, qu'on a d'autres ressources, mais quand on est enfant, bien souvent, on va subir un petit peu ce qui se passe pour nous, notre environnement, la façon dont les adultes vont répondre à nos besoins, etc. Et donc on développe ces stratégies de survie, notamment à travers ce qu'on a vécu dans l'attachement. Donc l'attachement, on en a déjà parlé un petit peu, mais c'est vraiment ce lien qui se crée donc dans la petite enfance et puis qui nous suit tout au long de notre vie. Quand on est en situation de vulnérabilité ou d'insécurité et qui va se créer en fonction de la façon dont les adultes autour de nous, donc nos parents principalement, vont répondre à ces moments-là, à cette insécurité. Et donc ce personnage de victime, il peut se mettre en place justement quand on a grandi avec un attachement qu'on va dire plutôt à tendance insécure et potentiellement à tendance anxieux, donc ce qu'on appelle l'attachement anxieux, qui est un des différents styles d'attachement qui peut exister. Et l'attachement anxieux, en fait, c'est quand on va avoir du mal à vraiment sentir quand est-ce que les adultes autour de nous sont vraiment disponibles pour nous ou ne le sont pas. Donc quand ils sont disponibles, on va se sentir sécure, et quand ils ne sont pas disponibles, ça va plutôt développer un côté insécure. Et avec l'attachement anxieux, il y a un petit peu cette ambivalence aussi, pour ça qu'on l'appelle aussi l'attachement ambivalent, de finalement je sais pas trop à quel moment ma figure d'attachement elle est présente ou pas présente. Et comme on en avait parlé aussi dans le premier épisode sur l'attachement, tu nous disais que le pire pour un être humain, et notamment pour un enfant, c'est l'indifférence en fait. Donc on va avoir besoin de susciter une réaction de l'autre côté, de quelque manière que ce soit. Et donc de me positionner en tant que victime, ça peut être justement
pour solliciter cette réponse que je n'ai pas forcément eue quand j'étais enfant. J'arrive pas à percevoir, du coup, à l'âge adulte, dans mes interactions, quand est-ce que je suis en sécurité ou pas, quand est-ce que l'autre il va être là ou pas. Et donc, quand je me positionne en tant que victime, je vais potentiellement avoir de l'attention à ce moment-là. Et donc, ça va répondre à ce besoin d'être vu, de pas être laissé seul dans l'indifférence. Je me crée quelque chose, je me crée ce personnage-là, finalement, de manière souvent très inconsciente, pour qu'on me donne de l'attention, pour qu'on me voie, en fait. En fait, ce qui va se passer chez l'enfant, c'est qu'effectivement, l'enfant pourrait être un moment reconnu. Si, lorsqu'il fait des choses bien, etc., on ne lui dit pas forcément, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire des choses mal pour juste se faire disputer par ses parents. Mais quand je me fais disputer, j'existe. Je suis en lien. C'est ça. Et puis, si jamais il m'arrive quelque chose, que je tombe malade, que je me fais mal dans la rue, etc., d'un seul coup, mes parents vont s'occuper de moi. Ouais. Donc, effectivement, je commence peut-être, pour certains, à développer le côté victime. Parce que quand je suis enfant et que je suis une victime de quelque chose, mes parents, d'un seul coup, ont peur et s'occupent de moi. Et donc, effectivement, comme tu le dis, plus tard, ça peut recommencer. C'est si j'ai envie qu'on s'occupe de moi, en fait, je ne trouve pas le choix. Je n'ai pas le choix, c'est-à-dire que j'ai la croyance quelque part au fond de moi que c'est en me plaignant et c'est en montrant ô combien ma vie est dure que les autres vont s'occuper de moi. Ouais. Et que si tout va bien, personne ne s'occupera de moi. Ce qui est bien évidemment une croyance. C'est une croyance, mais ça marche souvent. Parce que, tu vois, tu disais, dans l'enfance, s'il m'arrive quelque chose, mes parents vont s'occuper de moi. Parfois, cette reconnaissance-là, je ne vais pas forcément la trouver chez mes parents, tu vois. Peut-être qu'ils vont en avoir rien à faire que j'aille pas bien, mais peut-être que ça va venir de quelqu'un à l'école, ou d'une nounou, ou autre. Donc, à un moment donné, il faut bien que cette stratégie, elle soit validée par l'extérieur pour que ça vienne ancrer quelque chose à l'intérieur de moi de « ça fonctionne ». Et donc, effectivement, je garde ça à l'âge adulte. Et il y a des personnes qui vont pas forcément rentrer dans ce jeu-là de sauveur, et ça va m'embêter. Mais il y a d'autres personnes avec lesquelles ça va marcher. Et du coup, ça va nourrir cette croyance que quand il m'arrive quelque chose et quand je me plains et quand je vais pas bien, j'arrive à créer du lien, j'arrive à recevoir en fait ces interactions. Mais souvent, c'est inconscient, la plupart du temps. Mais ça marche très bien. Mais ce que je voulais dire, la croyance qui en fait est embêtante là-dedans, c'est la croyance que quand ça va bien, personne ne va s'intéresser à moi. Mais parce que c'est quelque chose qui s'est fondé Exactement. Sur l'enfance. Donc, voilà, maintenant, effectivement, ce n'est pas le cas de toutes les victimes. C'est un des stratagèmes, une des stratégies victimes, une des raisons pour lesquelles on peut être avec ce masque, puisque nous en parlions dans l'épisode précédent des masques, avec ce masque de victime. Il peut y avoir bien évidemment plein d'autres raisons, mais aujourd'hui, on avait envie de vous parler de cette raison-là. Voilà, merci Stéphanie. Merci Alfred. Et puis, au prochain épisode. Au revoir à tous et à toutes.